Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Claire Nest, directrice artistique. On parle entre autres de son expérience à Montréal et des différences qui existent entre la France et le Canada dans la manière de travailler. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec elle. Bonne écoute! Hello Claire, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, merci. On est super content de te recevoir aujourd'hui parce que tu es aussi à la base un peu de l'association des apéros motion design en fait. Oui, au tout début. Au tout début, ouais. Tu te rappelles un peu comment l'idée elle était venue ? Ouais, c'est drôle, j'y ai pensé la dernière fois. Je me rappelle, en fait, j'en avais parlé à un ami, à Antoine Rollin. Je lui disais, je venais juste de commencer d'être motion design en tant que freelance à Strasbourg et je trouvais que c'était souvent seul. Donc, j'avais parlé de faire quelque chose pour rassembler les motion designers à Strasbourg et de pouvoir parler, de pouvoir genre créer une petite communauté. Et lui, il m'a dit, j'ai exactement un ami qui veut faire ça aussi, et c'était Victor. Et donc, Antoine nous a mis en relation avec Victor, et on a commencé à faire ça avec d'autres personnes. Ok. Donc, ouais. Du coup, ouais, forcément, Emily, qui est sa copine, à Victor Ouais. et tout ça. Qui aussi... Ok, nickel. Ça fait hyper bizarre parce que ça remonte à 5-6 ans presque maintenant. Oh, je pense un peu moins, je pensais 4 ans, parce que c'était juste l'année avant que je parte au Canada. Donc, peut-être 5 ans, je dirais. Donc, moi, je suis pas restée très longtemps. J'ai fait, je pense que peut-être 3 ou 4 apéros motion design, et après, j'ai dû partir. Yes, c'est ça. Et oui, donc le Canada, on va beaucoup en parler là. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ton parcours jusqu'à maintenant, que ce soit scolaire, professionnel? Oui, je vais essayer de faire vite. Donc moi, je viens de Strasbourg. J'ai commencé par une licence de art du spectacle, option cinéma à l'université de Strasbourg. Donc j'ai fait ça j'ai fait la licence, la première année et la deuxième année. J'ai beaucoup aimé, j'ai appris beaucoup de choses. C'était beaucoup de la théorie, l'histoire du cinéma, analyse de films. J'ai découvert plein de réalisateurs, c'était vraiment intéressant. Mais au bout de 2 ans, je me suis dit, mon Dieu, je peux pas faire un métier avec ça, à part être professeur. Donc, moi, je voulais travailler dans la technique et clairement, dans l'université, il y a très peu de technique. Ils ont très peu de matériel aussi. Donc, avec des vieilles caméras et tout ça, c'est pas très professionnel. Donc, j'ai décidé d'aller à l'IUT de Haguenau pour faire la licence professionnelle Thaïs. Donc c'est technique et activité de l'image et du son. C'est surtout pour former des journalistes, reporters d'images. Mais c'est quand même intéressant parce que tu t'apprends le montage, t'apprends des techniques de tournage et c'est aussi là que j'ai découvert le motion design. Il y avait quelques heures de cours de motion design avec Mathieu Rollin, qui est le gérant de Amopix. C'est un studio d'animation à Strasbourg que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai découvert le motion design et j'ai vraiment adoré. Même si j'avais pas des bonnes notes, j'ai quand même beaucoup aimé. Et après, j'ai fini mes études. J'ai commencé à faire des stages dans des sociétés de production audiovisuelle. Donc, c'était surtout des documentaires et de la télé. Ok. Et mon objectif, c'était d'être cadreuse. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai fait quelques tournages et finalement, j'ai pas du tout aimé les tournages. Je trouvais que c'était un peu... moi, c'était mon expérience, mais je trouvais que c'était un peu... il y avait un peu beaucoup de macho, je trouvais. Il n'y avait pas beaucoup de place pour en tant que femme. Ok. Après, c'est mon expérience. Donc, j'ai décidé de faire du montage vidéo, que j'ai beaucoup aimé. Je suis allée à Paris pour mon premier poste de monteuse vidéo à temps plein. Et c'est là où on m'a demandé de faire du motion design de plus en plus. Et finalement, j'ai fini par être motion designer. Au bout de 2 ans, j'ai changé de poste et j'ai fait motion designer. Ok. Donc toi, voilà. C'était vraiment, à la base, c'était monteuse vidéo et ça s'est venu vraiment petit à petit, quoi. Ouais, j'avais pas du tout l'objectif d'être motion designer ou de travailler dans le motion design. Moi, je voulais travailler plus dans les documentaires, dans le cinéma ou ce genre de choses, plus, dans
pas dans l'animation. Mhm. Et finalement, j'ai beaucoup aimé ça et les gens, enfin mes employeurs ont beaucoup aimé ce que je faisais aussi. Donc ça m'a donné de la motivation de continuer, d'apprendre d'autres techniques et je me suis beaucoup formée par moi-même sur Internet, etc. Et voilà, c'est avec mon premier job, j'ai vraiment eu la chance d'avoir du temps pour expérimenter le motion design et faire des tests et m'améliorer. Ok, cool. Donc c'était vraiment cool. Mais bon, c'est ça. Au bout de 2 ans, j'ai quand même commencé à tourner en rond. Donc, je me suis dit que c'était le moment d'être freelance. Et c'est là où je suis rentrée à Strasbourg et j'ai commencé mon activité de freelance. Et, et après, je suis partie au Canada pour voir d'autres Yes. choses. Ok. La raison principale, ouais, c'était de voir d'autres choses. Il n'y avait pas une raison familiale ou... C'était plus mon envie de voyager. J'avais besoin de voyager, de voir comment ça se passait aussi dans les autres pays par rapport à mon job. Parce que je trouve qu'en France, enfin en tout cas pour moi, la seule option c'était de travailler à Paris si je voulais travailler en agence. Mais ça m'intéressait pas de retourner à Paris parce que le mode de vie c'est pas vraiment c'est un peu trop stressant pour moi je trouve. Mhm. Donc je voulais voir un peu comment ça se passait dans d'autres pays. C'était aussi ça. D'accord. Et je sais pas si tu connais, mais il y a le PVT, c'est le visa, le permis vacances-travail. Oui, oui, tout à fait, ouais. Et ça, c'est avec ce visa que je suis partie au Canada et c'est vraiment intéressant parce que ça te permet de voyager pendant 2 ans et de travailler si tu as besoin de gagner de l'argent et subvenir à tes besoins là, pendant ton voyage. Donc, c'est vraiment cool. Donc, j'avais postulé à ça et j'ai eu le visa. Enfin, c'est un tirage au sort Mhm. au Canada. C'est un peu compliqué au Canada. Parce qu'il y a un quota annuel. Tu sais, ils donnent un certain nombre de visas par an. D'accord. Donc, ils tirent au sort les personnes. Donc, parfois, tu peux attendre 1 mois, parfois, tu peux attendre 1 an. Enfin, c'est un peu... C'est la loterie, quoi. Ouais. Ouais, c'est complètement la loterie. Ok. Donc, au final, moi, je l'ai eu au bout de 8 mois. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Et voilà. Et je suis partie à Montréal. Donc là, t'es toujours à Montréal en ce moment? Ouais. Là, je suis à Montréal. J'ai un peu voyagé au Canada, mais j'ai toujours vécu à Montréal. C'est les autres coins du Canada, c'était plus pour voyager. D'accord, ok. C'est là où je me suis basée, quoi, à Montréal. Ok. Ouais, tu parlais du stress que pouvait peut-être apporter Paris. Moi, je connais pas du tout Montréal. Dans ma tête, c'est une grosse ville aussi, mais comment tu te sens, ouais, tout simplement dans la ville? C'est complètement différent de Paris, Montréal, même si c'est une grande ville et que, ouais, ça reste quand même une très grande ville, mais pour moi, l'ambiance est complètement différente et c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup cette ville parce que, je sais pas, c'est déjà la ville, elle est plus grande, tu sais, l'espace est plus grand, donc t'es moins les uns sur les autres comme à Paris Mhm. où, tu sais, t'es dans la rue et même pour marcher, t'es obligé de faire la queue tellement il y a de gens sur les trottoirs. Enfin, Ah ouais. c'est un peu trop, alors qu'à Montréal, t'as des grands parcs, t'as beaucoup, beaucoup d'arbres et de végétation, et je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Aussi, les gens sont moins stressés, je trouve. L'ambiance est un peu plus relax qu'à Paris, où je sais pas, pour moi, ça va trop vite, pour moi. Ouais, ouais, ok. Bon, ça se comprend, Je ouais. sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Paris, et genre, je critique pas ça, c'est juste que, ouais. Ouais, ouais, bah sûr, c'est un ressenti. Ouais. Je vais tout de suite passer la question peut-être un peu cliché que nous a posé notre ami Henri Gander. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut mettre du ketchup sur de la poutine? Ou c'est interdit? Alors, tu sais que j'ai dû faire une recherche Google parce que je me suis dit, mais je sais pas en fait, j'en sais rien du tout. Genre, mets du ketchup si t'as envie ou pas. Je sais pas si ça va poser problème aux Québécois, mais et du coup, j'ai fait une recherche Google et j'ai vu que c'est un gros débat. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, les gens se posent vraiment cette question. Mais oui, si tu veux mettre du ketchup, tu peux. Je l'ai jamais fait personnellement, mais si t'as envie, fais-le. Yes. Merci, merci. Merci Henri pour cette question. Ah, merci Henri, merci Henri. Donc toi, t'es arrivé au Canada, t'avais pas de... Enfin, je vais pas dire que t'es arrivé main dans les poches, mais t'avais pas de plan précis, ou t'avais un plan dans ta tête défini? Pas du tout. Je suis partie un peu comme ça. J'avais juste une amie que je connaissais qui était à Montréal, mais c'est tout. Et ça m'a rassurée du fait juste tu sais, d'avoir quelqu'un, d'avoir une base au cas où. Mhm. Donc non, j'avais aucune
aucun plan. Puis je savais que je pouvais continuer à travailler en freelance avec mes clients français à distance. Donc financièrement, ça me rassurait parce que je savais que je pouvais quand même continuer à avoir des revenus qui venaient. Mhm. Donc, tu sais, j'avais pas le stress de trouver un job tout de suite et tout Ouais, ça. ok. Donc, ça allait. Après, je me suis quand même un peu informée sur les démarches administratives que tu dois faire, tous ces trucs-là. Je conseille à tout le monde de le faire avant de partir dans un autre pays parce que ça enlève beaucoup de stress. Mm. Mais non, j'avais pas vraiment de plan. Je savais pas si j'allais rester à Montréal ou dans une autre ville au Canada, si j'allais travailler ou voyager, je sais pas. D'accord, ok. Mm. Et ouais, donc tu as continué à travailler avec tes clients français, quoi, tout simplement, à ce moment-là. Ouais, pendant plusieurs mois, j'ai continué à travailler avec mes clients français. Ça se passait bien, même avec le décalage horaire. Il n'y avait pas de problème. J'essayais de m'organiser au mieux pour être disponible pour eux. Après, moi, mon objectif, c'était d'avoir des clients du Québec et du Canada. Donc, c'était assez difficile pour moi parce que je suis venue avec aucun réseau par rapport à motion design au Québec. Donc, je suis un peu partie de zéro. Ok. Donc, ça a mis du temps à trouver des clients québécois. J'ai commencé à, tu sais, à chercher toutes les conférences dans le design, dans le motion design, les ateliers, les workshops, tous ces trucs-là, tu sais, pour être présente et commencer à comprendre un peu, Mm. tu sais, qui sont les freelances, qui sont les studios, qu'est-ce Ouais, qu'ils ouais, font, etc. Donc, j'ai carrément. commencé à faire ça et ça m'a beaucoup aidé. Et je commence à envoyer des mails à tous les studios que j'aimais. Et voilà. Ok. Et c'est comme ça que Bifurque, Est arrivé. enfin que l'expérience à Bifurque est arrivée, Ouais, c'est ça. je les avais contactés pour proposer mes services de motion design et ils m'ont proposé un poste à temps plein. Donc, je trouvais ça vraiment cool. Donc, on s'est rencontrés, on a bien discuté et finalement, on a trouvé un accord comme quoi j'allais travailler à temps partiel parce que je voulais encore garder mes clients Mhm. en freelance. C'était important pour moi de pas tout laisser tomber. Ouais. Donc, on s'est dit, bah, on va essayer de faire ça, de combiner les deux, mon activité de freelance et le fait de travailler chez eux. Et ils ont été vraiment cool avec ça, tu sais, genre j'ai vraiment pu m'organiser avec eux et ça a fonctionné pendant quelques mois, mais après, tu sais, genre c'était beaucoup trop pour moi, c'était beaucoup trop de travail, donc je me suis mis à temps plein avec eux. Ok, ok. Ah oui, donc c'était à temps partiel, tu faisais quoi? 4 jours sur place et... Bah, ça changeait tout le temps, en fait. Déjà, j'avais le bureau chez eux. Je travaillais même quand j'avais mes clients français, je travaillais dans leur bureau. Ah oui, Donc ça, ok. c'était cool. Mhm. Mais ça dépendait. Quand il y a un client qui me contactait et qui me proposait un projet, c'était eux qui étaient prioritaires. Et après, je disais, bon, bah, Bifurque, là, je peux pas travailler pendant une semaine. Je dois travailler pendant une semaine sur mon projet freelance. Donc, la semaine d'après, je serai à 100% avec vous. D'accord. C'était un peu comme ça changeait tout le temps, mais finalement, c'était trop difficile sur le long terme. C'est genre, fallait toujours s'organiser. Ça devenait un peu trop compliqué. Ouais, 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 j'imagine. Ok, et là, tu t'es toujours à Bifurque, là, hein, en ce moment? Ouais, là, je suis toujours à Bifurque. Bah, j'ai commencé comme motion designer chez eux. Mhm. Ils ont commencé à me donner de plus en plus des mandats où je faisais aussi le design et l'illustration. Ok. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre Photoshop, à apprendre Illustrator, à commencer à, tu sais, genre, comprendre qu'est-ce que c'est le design et améliorer tout ça. Donc j'en ai fait de plus en plus et bah, petit à petit, ils m'ont proposé le rôle de directrice artistique, pardon. Donc là, je fais ça depuis 1 an et demi, je crois. Ok, cool. Je fais de la direction artistique sur leur projet. Je fais plus du tout de motion design, plus du tout d'animation. On a recruté des motion designers et, voilà, je fais la direction artistique sur la plupart des projets. Et c'est vraiment cool, genre j'aime beaucoup ça. Ouais, ça te manque pas trop de animer, manipuler de la Si, keyframe et tout ça? oui, si, ça me manque, ça manque. Mais j'essaye de faire des choses parfois pour moi, tu sais, genre des projets personnels, des petits trucs, tu sais, qui durent quelques secondes juste pour continuer à être là-dedans et ne pas perdre toutes mes compétences. Mhm. Mais après, animer des explainers entiers, tout ça, je sais pas. Genre, j'aimais beaucoup ça, mais je trouve que la direction artistique et le design, c'est beaucoup plus créatif pour moi. Et euh, ouais, j'aime ça, tu sais, genre trouver un style par rapport au projet, par rapport au client, par rapport au message, genre essayer de mettre toutes ces contraintes ensemble et de trouver une solution à ça, j'aime bien faire ça. Donc, pour l'instant, je suis contente dans mon rôle et
j'espère que ça va continuer. Bah ouais, on l'espère. Grave. Ils sont vachement cool, les projets que vous sortez là. C'est vraiment Ouais, stylé. merci. Félicitations, grave. Merci. Du coup, là, tu as commencé un petit peu logiquement, à avoir plus de clientèle canadienne, j'imagine. Est-ce que tu avais aussi, vu que vous êtes plus proche géographiquement de la clientèle américaine, comment ça se passait? Alors avec Bifurc, on a beaucoup de clients québécois. Eux, ça fait longtemps là qu'ils existent. Je crois que c'est 12 ans qu'ils existent. Donc ils ont vraiment un réseau à Montréal et avec les clients québécois. Mais on essaie de plus en plus de s'ouvrir au marché américain. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc on n'a pas énormément de clients américains encore, mais on essaye de faire ça. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est que les budgets sont plus intéressants en général, hein, parce que c'est pas le cas pour tous, mais les budgets sont plus intéressants, donc ça nous permettrait d'avoir un peu plus de temps de développer vraiment la vidéo, de développer l'animation, de développer le design et aussi d'avoir des équipes plus grosses sur les projets, donc tu sais de vraiment augmenter la qualité de ce qu'on rend. C'est vraiment ça qu'on aimerait faire. Donc c'est en cours, on essaye, mais c'est sûr que être au Québec, ça c'est beaucoup plus simple, c'est d'avoir accès à ce marché-là. Ouais, j'imagine, ouais. Parce que c'est déjà bilingue. Enfin, tout le monde est pratiquement bilingue, j'imagine. Ouais, ouais. Au Québec, ils sont presque tous bilingues, ouais. Ok. Comment tu parlais de temps par rapport aux clients américains où tu pourrais prendre plus de temps au développement des projets. Au jour d'aujourd'hui, même si ça se dit pas, je dis quand même. Dis-le. Tu mets combien de temps à l'élaboration d'un projet moyen de 1 minute 30, 2 minutes par exemple? Ça dépend des projets. Tu parles de la partie de la direction artistique, du design ou tout? Ouais. De ta partie. Je dirais, sans compter tous les retours avec le client, les attentes et tout ça, c'est par exemple faire la DA, ben ça va me prendre peut-être, ça dépend du budget aussi, mais si c'est, je sais pas, c'est difficile à dire, mais je dirais genre la DA peut-être 3 à 5 jours. Okay. C'est genre déjà de comprendre le brief, d'avoir la discussion avec le directeur créatif, de vraiment comprendre l'attente des clients, les demandes et tout ça. Après, de commencer à chercher des références, à élaborer, enfin, mettre en place un mood board. Ouais, déjà, je dirais que ça prend genre 2 jours. Et après, c'est là où quand ça va être validé par le client, juste la première proposition, ben là, je vais développer beaucoup plus loin. Et je vais commencer à faire, par exemple, à chercher les couleurs, à faire des tests, proposer des still frames, 1 ou 2 still frames pour proposer l'univers graphique et que le client comprenne bien. Ça va prendre un peu plus de temps. Genre, j'aime bien avoir plus de temps sur ça parce que pour être sûr, c'est de faire des tests et de trouver la meilleure manière de communiquer sur le message que le client veut transmettre. Ouais. Donc il y a ça. Après, ça dépend. Parfois, c'est moi qui fais l'ensemble des planches, tu sais, genre toutes les planches pour l'animation. Les derniers projets, c'était ça que j'ai fait et ça dépend. Souvent, c'est genre une trentaine de planches. Donc ça prend énormément de temps parce que c'est genre, je dirais, je sais pas, peut-être 1 semaine ou 10 jours, c'est un peu plus de temps. Ça dépend aussi de si la DA, elle va très loin ou pas, tu sais, s'il y a beaucoup de détails, s'il y a des décors et tout ça. Donc, je sais pas, peut-être pour les planches, je dirais entre 5 à 10 jours. Et l'animation, ça dépend aussi, ça peut être de 5 à 7 jours. Ok. Ouais, on dirait un bon mois parce que, tu sais, on travaille sur plusieurs projets en même temps aussi. Genre, on fait jamais juste un seul. Donc, à chaque fois que le client, il est en train de faire ses feedbacks et de prendre le temps et tout ça, bah, nous, on va travailler sur l'autre projet qui est en cours. Donc, parfois, à Bifurc, on arrive jusqu'à 5 projets en même temps, 6 projets. Donc, tu sais, on essaye de caler tout ça et d'avancer comme ça, mais... Ouais, faut bien jongler. Ouais, on jongle beaucoup. Mais c'est ça. Donc, c'est un peu difficile de dire combien de temps exactement, mais
C'est ça, je dirais genre un explainer vidéo basique, là, ça te prend peut-être un mois avec les retours clients. Yes, ok. Ouais, il y avait... bon, t'as répondu partiellement. Il y avait Florian Burner qui te demandait si tu pouvais nous expliquer un peu ton process de DA. Donc c'est un peu ça, c'est mood board, recherche de couleurs, après style frame, etc., etc. Ouais, après il y a la partie storyboard aussi, c'est dès qu'on a le script qui a été validé par le client, tu sais, genre la narration qui a été validée, bah à partir de là, nous on va séparer, tu sais, genre tous les morceaux du script et trouver des idées pour le storyboard. Et ça c'est un travail que je fais avec le directeur créatif. Donc on essaye de s'échanger les idées, de se challenger et tout ça pour trouver les meilleures idées. Et à partir de là, moi je vais faire tous les sketchs des storyboards en décrivant chaque animation, etc. Donc ça aide le client, mais ça aide aussi, par exemple, si moi je travaille pas sur le design et si je fais appel à une illustratrice, bah elle a tout en main, elle a le document de la DA, le mood board, tout ça et le storyboard. Et donc et après moi pendant tout le processus là, pendant toute la production, je vais essayer de diriger l'illustratrice, de l'aider s'il y a des changements à faire, s'il y a des trucs qu'elle comprend pas, et je suis là pour l'aider à faire toutes les planches. D'accord, ok. Ouais, cool. Est-ce que toi, tu ressens des différences dans la méthode de travail entre tes clients français et Bifurc? Oui, vraiment. Après, j'ai pas énormément d'expérience. Genre, j'ai travaillé que dans 2 studios différents. Donc, c'est un studio français et Bifurc, le studio québécois. Donc, je peux me baser juste sur ces expériences-là. Donc, j'ai pas envie de dire des généralités, mais pour moi, travailler au Québec, je trouve que l'ambiance est un peu plus facile, un peu plus positif. On va se concentrer plus sur les choses positives que sur les choses négatives sur le travail des gens. Et moi, je trouve ça je préfère ça parce que je trouve que c'est plus motivant, plus valorisant, tu sais, d'avoir des bons commentaires, de dire ah t'as fait un bon travail, c'est cool. Tu sais, genre ça te donne un peu plus de confiance dans ce que tu fais et ça te permet d'essayer d'autres choses. Et donc j'aime beaucoup ça. Peut-être ça c'est le cas aussi en France, mais disons que dans l'autre job que j'ai eu en France, c'était pas du tout ça. Tu sais, c'était assez je sais pas, c'était un peu plus négatif. Tu sais, on va jamais te féliciter pour ton travail, on va jamais t'encourager à essayer des choses ou à innover ou à prendre des initiatives. Tu sais, je sais pas. Ouais, ok. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu un essor des happy managers. Ouais. Je sais plus comment ça. C'est un peu triste, ça. C'est un peu triste. Ouais, je sais pas, mais au final, ça fait plaisir, quoi, d'être un peu entre guillemets flatté quand c'est légitime en tout cas, et ça motive. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça motive et ça te donne aussi confiance, tu sais, dans ton rôle. Donc tu te dis oui, ils ont confiance en mon travail, donc moi aussi j'ai confiance en mon travail, donc je vais essayer, tu sais, je sais pas, de prendre des risques et de sortir un peu de ma zone de confort, et parce que je sais que c'est pas grave, tu sais, si si c'est un échec, c'est pas grave. Alors qu'en France, j'ai pas ressenti ça. À chaque fois, c'est de la performance. Et je trouve que ça donne pas l'opportunité aux gens, tu sais, d'innover ou de sortir un peu de sa zone de confort. Ouais, non, clairement. Est-ce que tu penses que le motion est un atout pour un Français qui souhaite partir au Canada? Est-ce que c'est une compétence qui serait recherchée? C'est Florian Burner qui nous pose la question. C'est difficile à dire parce que j'ai pas envie de faire de faux espoirs, mais en gros, au Québec, c'est surtout l'industrie du jeu vidéo qui fonctionne très bien. Il y a d'énormes compagnies de jeux vidéo comme Ubisoft et ils recrutent énormément de gens. Il y a beaucoup de postes pour ça. Donc, motion designer dans l'industrie du jeu vidéo, oui, tu vas trouver facilement du travail. Il y a aussi beaucoup de compagnies comment je peux dire ça, c'est qui font des événements immersifs, tu sais, un peu comme le mapping ou tu sais, genre faire la vidéo pour les concerts, pour les spectacles, toutes ces choses-là. Il y a aussi des bonnes compagnies qui font ça. Donc ils cherchent aussi beaucoup.
Donc, si tu as envie de travailler dans ces milieux-là, oui, tu vas trouver du job. Après, dans ce que je fais, les motion design pour la publicité, pour la communication et tout ça, pour la télé, je sais pas, je trouve pas qu'il y a énormément de postes ouverts en ce moment. Ok. Mais en tant que freelance, ça marche beaucoup. Après, si en tant que salarié, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de postes. Il y a tout qui est concentré à Montréal, il y a un peu à Québec, c'est une ville qui est genre à 3 heures de Montréal, c'est plus petit. Il y a quelques studios de motion design là-bas, mais il y en a beaucoup à Montréal. Et enfin beaucoup, il y en a quelques-uns à Montréal. Et c'est ça, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de recrutement dans ces studios-là. Donc en tant que freelance, oui, je te dirais c'est facile, mais c'est tout. Mais après, ce que je veux dire aussi je sais qu'il y a beaucoup de Français qui écoutent ce podcast, c'est pour les Français qui veulent aller à Montréal et qui veulent faire du motion design en tant que freelance. Il faut juste faire attention par rapport au visa, tu peux le faire avec le PVT, c'est ce dont je te parlais au début, c'est le permis de vacances-travail. Donc pendant 2 ans, c'est un permis de travail ouvert. Donc pendant 2 ans, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux changer d'employeur autant que tu veux, tu peux travailler à ton compte, tu peux être pas au chômage, mais ne rien faire. C'est comme tu veux. D'accord. Mais après 2 ans, c'est là où ça devient très compliqué. Après 2 ans, si tu veux rester au Canada, t'es obligé de te trouver un job en salariat. Parce que on te donne pas de permis de travail ouvert. C'est très compliqué d'en avoir. À part si t'as ta résidence permanente. Et ça, la résidence permanente, ça met plusieurs années avant de l'avoir. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant 6 années d'attente? Donc, ça devient compliqué. Donc, c'est assez compliqué l'immigration au Canada. Et je conseille à ceux qui veulent venir juste de s'informer au maximum sur quels sont les différents types de visas, qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'immigration. Juste de se préparer, quoi, parce que moi, je me suis fait avoir comme ça. Genre, j'étais freelance et finalement, toutes mes heures de freelance n'ont pas compté comme des heures de travail selon le gouvernement. Ah ouais. Oui, donc ça a pris du retard sur ma demande de résidence permanente. Et tout ça, c'est ma faute parce que je me suis pas du tout informée sur l'immigration. Donc, ouais. Ok. Ah ouais. Donc, c'est juste ça. C'est chaud. Il y a toujours des solutions à tout, mais il faut juste être bien conscient que on n'est pas en Europe. Tu peux pas travailler comme tu veux dans n'importe quel pays. Genre le Canada, c'est assez compliqué pour l'immigration. Et même si on parle français et que c'est un avantage pour le Québec, ben il y a beaucoup d'immigration au Québec, donc et ils sont un peu en train de baisser les quotas pour accepter les immigrants. Donc ouais, faut faire un peu attention à ça. D'accord. C'est juste ça. Ok. Juste ça. Mais du coup, là, ça va mieux ta situation? Bah. Enfin, t'es tranquille maintenant? Oui, bah. Comment ça se passe? Si t'as envie d'en parler. Ma situation, ben moi, je suis chanceuse par rapport à d'autres. Je sais j'ai des amis qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées, en matière d'immigration. Moi, ça va. Je dois être patiente et je dois attendre ma résidence permanente. C'est vraiment très long, les délais, et avec le Covid, ça a genre triplé l'attente. Et c'est juste ça, je dois attendre, je dois être patiente. Ok, ça marche. Il y a Quentin Leberrier qui demande quelles seraient les qualités techniques sur After Effects pour travailler en agence. Et j'ai même envie de dire quelles seraient les qualités humaines pour travailler en agence. Alors, je vais juste parler à travers l'expérience que j'ai avec Bifurc, hein, ça veut pas dire ouais. que j'ai la meilleure des réponses, mais pour moi, les qualités pour un motion designer, déjà les qualités techniques, ce serait d'être polyvalent dans l'animation. C'est-à-dire d'être capable d'animer de la typo, d'être capable d'animer des personnages, d'être capable d'animer des transitions, enfin, ne pas être spécialisé dans une seule technique, parce que quand t'es motion designer dans une agence, nous, on a besoin que le motion designer soit capable de répondre à plein de projets. Parce que si, par exemple, je sais pas, on veut une animation de personnage poussée, on va plus faire appel à un pigiste à ce moment-là qui est spécialisé là-dedans. Ok. Tu peux juste expliquer pigiste, ce que c'est? Ah, excuse-moi, pigiste, c'est freelance au Québec. Okay. Ils disent les pigistes. Ouais, désolé.
Ouais, c'est ça. Nous, on a on a plein de pigistes avec qui on travaille régulièrement, de freelance, avec qui on travaille régulièrement et on va faire en fonction du projet, tu sais, genre, c'est ça. Si on sait qu'il y a beaucoup de personnages et qu'on veut vraiment pousser l'animation sur les personnages, bah, là, on va faire appel à un pigiste. Mais D'accord. si c'est des explainers, enfin, genre, pas basique, mais genre, général, là, on va faire appel à nos motion designers parce qu'ils sont polyvalents. Ok. Voilà. L'autre qualité aussi, ce serait, pour moi, c'est de savoir où tu mets ton énergie dans l'animation. C'est ça, il faut respecter les deadlines et si par exemple t'as juste une semaine pour faire ton animation, il faut pas que tu passes genre 3 jours à animer ton personnage parce que Oui. t'as encore beaucoup d'autres choses à faire. Donc c'est aussi ça, c'est genre de savoir où tu vas mettre l'énergie et de bien t'organiser avant de te lancer complètement dans l'animation et de n'avoir rien organisé. Parce que souvent j'ai l'impression que c'est ça, c'est genre les motion designers, là, genre, on aime tellement l'animation, on aime tellement animer les choses que parfois, on se lance dedans, mais on n'a pas réfléchi vraiment à comment on va animer l'ensemble de la vidéo. Ouais. Et c'est là où on se fait un peu avoir avec le temps. Donc, c'est ça que je dirais. Après, c'est ça, genre, avoir des beaux projets organisés, After Effects. Ah Ça, c'est oui. cool. Genre bien nommer les layers, bien préparer tout ça, parce que souvent on va réouvrir les projets, il y a d'autres personnes qui vont réouvrir les projets pour, j'en sais rien, genre préparer des visuels pour les médias sociaux, tout ça. Donc quand t'as un projet complètement désorganisé et tu comprends rien, ça fait perdre tellement de temps à l'équipe et ça c'est un peu dommage. Donc c'est ça, genre être organisé, respecter les deadlines, être polyvalent, être ouvert à la critique. Euh, être créatif, ne pas se baser sur ses connaissances et genre toujours essayer de trouver d'autres manières d'animer, d'autres techniques. Mais ça, je pense, c'est tous les motion designers, c'est un peu comme ça. Et on veut Oui. toujours apprendre d'autres choses parce que c'est ça qu'on aime dans notre métier, c'est d'apprendre des nouvelles techniques, de toujours genre pousser plus loin nos compétences et c'est quand on regarde toutes les vidéos là sur Vimeo et qu'on est toujours en admiration, on se dit ah moi aussi je vais faire ça, bah c'est ça, c'est genre d'être motivé là-dedans et d'être passionné. Et je pense que c'est ça vraiment la qualité chez motion designer parce que ça prend tellement d'énergie parfois de faire du motion design et c'est tellement en tout cas pour moi genre je trouve que ça demande beaucoup de temps donc il faut être passionné, il faut être motivé et il faut toujours sortir de sa zone de confort, je dirais. Ouais, faut prendre Pour des risques, s'améliorer. quoi. Ouais. Ouais, prendre des risques et c'est même si c'est pas beau à la fin, bah c'est pas grave, au moins t'as appris quelque chose et t'as appris une nouvelle technique sur After Effects ou sur un autre logiciel et c'est ça qui est intéressant. Ouais, carrément, carrément. Vous avez quelle relation du coup avec les pigistes? Avec les pigistes. Quelle relation comment ça? Vous travaillez souvent avec les mêmes, Ouais, vous dites si quelqu'un, comme tu disais, si on doit animer du personnage mais à fond, on va plutôt choisir un tel et un tel. Vous avez un catalogue un peu comme ça? ouais, Comment ouais, ça se c'est passe? ça. Bah on a des animateurs avec qui on travaille très régulièrement. Je dirais qu'on en a 3. Et c'est ça, et chacun a son style d'animation. On travaille beaucoup avec Mac, qui a fait plusieurs de nos vidéos, et lui, il a un style d'animation qui est très fun. Tu sais, il y a beaucoup de rebonds, il y a c'est très dynamique, c'est très vivant tout ce qu'il fait, et ça, on adore pour certains types de motion design. Tu sais, on sait que son style-là, il va vraiment fonctionner. Ok. Et on a un autre motion designer qui est un peu plus classique, mais qui a toujours des bonnes idées ou tu sais, il anime plus de manière, ouais, classique. Genre, je vois un peu comment il fait. Et ça, tu sais, on va, ouais, on va faire appel à lui plus pour des projets un peu plus sérieux ou des projets un peu plus, un peu moins fun. C'est genre un peu, ouais. Un peu plus corpo, genre bien Ouais, c'est cadré et tout ça. ça, quoi. Ouais. Corpo, où on avait fait une série de capsules d'animation documentaire, un peu comme ça, une série documentaire. On avait fait appel à lui parce qu'on savait qu'il était capable d'animer plein de styles différents. Ok. Et ouais, voilà, on fait ça en fonction
par rapport au style des animateurs et aussi par rapport à comment ils travaillent. Parce que par exemple, Mac, on sait qu'il travaille très très rapidement. Donc lui, par exemple, si on a un projet rush, ben, on va faire appel à lui parce qu'il est très efficace. Ok. Donc on fait en fonction des personnalités de tout le monde. Après, on essaye de faire appel à d'autres animateurs aussi, c'est de faire grandir un peu notre catalogue de pigistes, de freelance. Ouais. Et mais c'est ça, il faut toujours que le projet, que ça fonctionne. C'est qu'il faut pas qu'on soit dans le rush avec ce projet parce qu'on ne peut pas prendre le risque de travailler avec quelqu'un et ça se passe mal et finalement le client il n'est pas content et on n'a pas répondu à ses attentes, on a dépassé la deadline et tout ça. Donc si c'est un projet avec des délais très serrés, bah on va faire appel à nos animateurs dont on a l'habitude. Ouais. Mm-hmm. Et c'est ça. Donc on a déjà fait appel à plusieurs fois avec des Strasbourgeois, des freelance strasbourgeois. Yes. Donc c'est Lucas cool, Bouche, ça. il me semble. Oui, ouais, Lucas Ouais, Bouche. Bah, on va travailler avec lui là en ce moment. Ah, cool. Ouais. Ouais, nickel. Ouais. Bah, lui aussi, tu sais, c'est facile de travailler avec lui parce qu'on sait qu'il respecte les deadlines et on sait qu'il est organisé. Et, moi, j'avais déjà travaillé avec lui quand j'étais à Strasbourg, donc tu sais, je sais comment il travaille et tout ça, donc ça rassure pour nous, c'est un peu plus rassurant. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et quand tu travailles avec Mac, par exemple, qui est polonais, il me semble. Ouais, polonais qui vit en Suède. Qui vit en Suède, yes. Ouais. Comment ça se passe quand on préparait l'entretien? Tu me disais que vous étiez beaucoup sur Slack. Alors, ouais, c'est ça, on est sur Slack. Avec Mac, on parle anglais. C'est beaucoup mon directeur de création qui parle avec lui parce qu'il avait déjà travaillé sur plusieurs projets avec Mac, donc il avait tu sais, genre, il le connaissait bien. Mm-hmm. Mais c'est ça, quand on travaille avec Mac, ce qu'on fait, c'est avant qu'il commence l'animation, on fait un petit brief avec lui, de lui expliquer chaque scène en anglais, de lui expliquer qu'est-ce qu'on veut, de transmettre nos idées, etc., pour qu'il comprenne vraiment bien le message et qu'il comprenne où est-ce qu'on va aller et tout ça. Et après, on utilise Frame.io, je sais pas si tu connais. Ah oui, tout à fait. Et c'est là où il nous poste ses VIP, ses fichiers... ces fichiers d'animation, ces extraits d'animation qu'il a fait, et là on va faire des retours, et c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps des retours sur Frame et sur Slack. Et petit à petit, on arrive à construire l'animation comme ça. Et après, avec Mac, il nous propose aussi souvent ses idées, il a souvent des bonnes idées et tout ça, donc on lui laisse quand même beaucoup de liberté par rapport à ça, parce qu'on sait qu'il va toujours trouver des super bonnes idées. Ok, cool. Ah, ça fait plaisir de travailler. De confiance comme ça. Putain, ça doit être super agréable. Ouais, Mac est vraiment, c'est vraiment agréable de travailler avec lui et tu sais, genre j'adore quand il anime mes designs, ça, genre je trouve ça tellement cool parce que parfois j'imaginais pas du tout ça et il arrive à faire des trucs cool avec ce que je fais et donc c'est super valorisant pour moi, tu sais, genre j'aime voir ça. Donc ouais, c'est vraiment agréable de travailler avec lui. Ouais, ça doit être comme presque comme Noël, tu sais, quand tu reçois Ouais. l'animation, tu te dis ah putain, trop hâte de voir. Oh, j'adore ça. Ouais, c'est toujours via Frame.io, tu vois un peu dans le processus quand même. Ouais, c'est toujours mon moment préféré de voir quand ça commence à bouger, quand il y a l'animation qui prend forme. Et mon deuxième moment préféré, c'est quand on commence à mettre le son dessus. Ah oui. Et où t'as vraiment le produit fini et là t'es là, ah c'est cool. Ou alors le contraire, t'es là, oh mon dieu, non. Mince. Je suis pas contente de ce que j'ai fait. D'ailleurs, bah tiens, pour le son, vous travaillez aussi avec des externes. Ouais. Externe. Ouais. On fait pas du tout de son à Bifurc. Enfin, dernièrement, on n'en fait pas du tout. Et c'est ça, on fait appel à un studio de son qui fait le sound design. Je crois qu'on a 2 studios de son différents. C'est pas moi qui gère ça, mais on a 2 studios de son. Ok, ça marche. Y a Florian aussi qui nous posait la question qu'est-ce qui a le plus influencé ton travail? Que ce soit un artiste, un événement peut-être qui t'a marqué, une passion? C'est plus des artistes. Je suis quelqu'un qui genre consomme beaucoup là, genre sur Vimeo, sur Instagram, enfin bref, sur toutes les plateformes là, genre je regarde beaucoup de choses, j'aime ça.
Ça m'inspire beaucoup. Et en ce moment, l'artiste que je suis beaucoup, elle s'appelle Sarah Wong. C'est une Américaine et elle est illustratrice dans l'éditorial. Ok. Je pense pas qu'elle a fait de l'animation, enfin qu'elle a travaillé pour de l'animation, genre j'ai jamais vu, mais peut-être que si. Et en tout cas, ce qu'elle fait, genre j'adore ça, c'est elle fait des super belles illustrations avec des palettes de couleurs complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur Dribbble ou sur Instagram. Et elle utilise beaucoup les textures, les brushes et beaucoup les métaphores. Et je sais pas, genre je trouve son travail vraiment beau et très créatif, très inspirant. Donc j'ai suivi une de ses formations qu'elle avait faites. Elle expliquait une de ses techniques pour mettre en couleur les illustrations et je trouvais ça vraiment intéressant ce qu'elle faisait. C'était vraiment, elle fait beaucoup d'exploration et ouais, ça m'a vraiment intéressée. Genre, je trouve que c'est tellement, genre, je conseille à tout le monde de faire des formations comme ça. Genre, t'as un artiste que t'aimes ou un studio que t'aimes et il propose une formation ou juste tu sais, des genres de, comment on appelle ça, quand ils expliquent, quand ils montrent un peu ce qu'ils font sur les logiciels. Des behind the scene. Oui, voilà, c'est ouais. ça. Exact. Juste des petits trucs comme ça, même si ça dure quelques secondes, c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils font et d'apprendre leurs techniques pour que toi, tu puisses les utiliser. Et, ça Ouais, tu peux piocher là où tu as envie, quoi. Ouais, ça c'est vraiment, genre je conseille à tout le monde de faire ça. En tout cas, il y a elle et il y a une autre aussi qui s'appelle Kenesha Sneed, je sais pas si je le prononce bien. Mais elle, ça c'est une artiste multidisciplinaire, donc elle fait de l'illustration, mais elle fait aussi, elle fait plein de choses en fait, plein de choses. Et elle avait travaillé avec le studio Oddfellow. Ah yes, ok. C'est un studio assez connu. Ouais. Et pour le projet Airbnb, la vidéo, elle était assez connue là sur Vimeo. En tout cas, elle a un univers très, je sais pas comment dire, mais genre très artistique. C'est pas, quand tu vois ce qu'elle fait, je trouve que c'est très un peu fait main, un peu art manuel. Tu sens pas que ça a été fait sur Photoshop ou sur Illustrator. C'est organique un peu. Ouais, ça, très organique, très vivant et ça sort un peu, je trouve, du côté très clean de Illustrator. Donc j'aime vraiment ce style-là et c'est ce que j'essaye de m'orienter de plus en plus vers un style comme ça. C'est plus difficile à animer, donc parfois on n'a pas le temps, mais genre j'aime beaucoup ce qu'elle fait et ouais, ces deux-là, elles m'inspirent beaucoup. Ok, cool, ouais. Moi je connaissais pas du tout, j'avoue, Kenesha Sneed, Sarah Wong, je connaissais pas, vraiment pas. Oui, c'est vraiment des illustratrices, tu sais, c'est Sarah Wong, je pense pas qu'elle a travaillé dans le motion design, donc mais Kenesha Sneed, elle, c'est ça, elle a travaillé plusieurs fois pour de l'animation et avec Oddfellow, c'est comme ça que je l'ai connue en fait. Moi, ce que je fais, c'est ça, c'est quand il y a quelque chose qui me plaît, je regarde les crédits, je regarde c'est qui a fait la direction artistique, c'est qui les illustrateurs, c'est qui les animateurs, et je commence à chercher un peu ce qu'ils font, à les suivre sur Instagram et petit à petit, tu sais, tu commences à découvrir plein de travails différents et c'est ça, c'est ça que j'aime faire. Ah, faut être curieux, hein, c'est clair. Ouais, il faut être curieux, il faut faire les démarches. Et... Surtout toi, dans ton taf de directrice artistique, j'imagine que tu passes pas mal de temps à faire de la veille, à chercher un peu des styles à droite à gauche. Donc, ouais, c'est ça, tu consommes énormément d'images, tu vois énormément de choses, donc c'est toujours intéressant. Je trouve que Dribbble, c'est cool, mais enfin, en tout cas pour moi, je trouve que c'est un peu toujours le même style. Donc j'aime genre sortir de ces plateformes-là et chercher d'autres inspirations et même en dehors de ton ordinateur, là, tu regardes dans les magazines, tu regardes dans les livres de jeunesse, les illustrations, les styles, tu regardes dans les bandes dessinées, juste pour avoir des nouvelles références qui sont un peu plus originales, que t'as pas l'habitude de voir et c'est ça qui est inspirant, je pense, parce que souvent, sinon, tu fais tout le temps la même chose, hein, quand t'es sur Dribbble, à un moment donné, c'est le style, tu le connais. Donc, ouais, je vois. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Ok. Ouais. Ah bah, clairement. Métier passion, putain, on a de la chance en vrai. Ah oui, ouais, je trouve qu'on est, je trouve qu'on a de la chance d'être, en tout cas, moi, je trouve que ce que je fais, c'est vraiment un métier très créatif et juste le fait de travailler avec plein de clients différents, à chaque fois, tu es obligé de comprendre
l'univers du client, de comprendre l'entreprise, pourquoi ils font ça, quel est le public cible, quel est le message. Donc, t'es toujours obligé de plonger dans des domaines que tu ne connais pas du tout. Donc, c'est ça qui est intéressant. Tu découvres plein de choses, même si, voilà, c'est une entreprise j'en sais rien, de banque et tout ça, c'est pas très intéressant, mais parfois, tu as accès à d'autres clients qui sont vraiment intéressants. Donc, Et en vrai, on apprend plein de choses aussi, même quand tu reçois un script, quand tu dois réécrire un script, te plonger dedans et t'apprends plein de choses, en vrai, c'est super cool aussi, en ce moment, on fait des capsules pour la l'UPAC, c'est un organisme qui lutte contre la corruption au Québec. Et donc, les premiers scripts, là, je ne comprenais absolument rien. Je me dis, mon Dieu, c'est trop compliqué. Et donc, tu es obligé de prendre le temps, de comprendre, de relire 20 fois, de faire des recherches Internet et tout ça. Donc, maintenant, je sais plein de choses sur la corruption au Québec. Alors que je ne pensais pas que j'allais apprendre autant de choses, mais voilà. C'est des choses comme ça, des exemples. J'aime bien. Ouais, carrément. Ouais, quand tu reçois un script comme ça qui est hyper compliqué à appréhender, est-ce que ça vous arrive de faire un taf de réécriture, de vulgarisation presque on le fait beaucoup. Ouais, c'est ça, la majorité des projets, on fait appel à un rédacteur qui va, le client va nous envoyer un texte qui est déjà bien, mais c'est pas du tout intéressant à la lecture, à voix haute. Donc, t'as besoin de donner un peu plus de dynamisme, et de rythme à ce texte-là, et aussi de donner un peu plus de personnalité. Donc, on va faire appel à un rédacteur pour faire ce travail-là, pour rendre le texte un peu plus, accueillant, là, dynamique, où tu dis, j'aime entendre ça à l'oreille, là, pas. C'est ça, les textes qu'ils nous envoient, souvent, les clients, c'est très rédactionnel, t'as pas vraiment envie d'entendre ça. Donc, on fait le plus souvent un travail avec un rédacteur. Après, pour d'autres projets, pour les projets avec Urbania, eux, ils nous ont envoyé le texte comme ça, parce que eux, ce sont des rédacteurs, donc il est déjà prêt. Ok. Ouais, parce que j'avais vu une vidéo de... je sais plus comment elle s'appelle. Comment il s'appelle le studio, je crois Play Me quelque chose. Bref, je retrouverai. Et il disait un truc super intéressant, c'est que effectivement, quand tu reçois des fois des scripts, t'as des phrases de 5 lignes imbuvables. Et tu vas avoir une partie hyper dynamique juste avant, et après t'es 15 secondes sur un écran rempli de texte, où t'essayes de combler comme tu peux. Ouais. Et parfois c'est fou, c'est difficile. C'est compliqué. Et ouais, ils ont pas souvent ce recul-là de faire en sorte de bien séquencer, de pas donner trop d'infos en même temps, des trucs comme ça. Ouais, c'est chaud. C'est toujours un travail un peu délicat avec le client, de dire, bon, là, on est obligé de supprimer cette phrase parce que clairement, ça apporte rien, et je sais que tu veux mettre ce terme parce que c'est important pour toi, mais pense à ton public cible, est-ce que c'est vraiment important? Parce que dans une vidéo de 1 minute 30, on peut pas tout expliquer. La vidéo est là, pour donner une information globale, mais on peut pas rentrer dans les détails. Par exemple, l'UPAC, c'est beaucoup de termes juridiques, et ils doivent respecter certains termes, et parce que c'est un organisme, je pense, gouvernemental. Donc, ils doivent respecter certaines choses, mais si tu veux faire 1 minute 30 de vidéo, tu peux pas tout mettre. Sinon, ça va être imbuvable pour les auditeurs, là. Pas pour les auditeurs, mais pour les internautes. Donc, il faut faire des concessions parfois, et ça, c'est toujours un peu délicat avec le client. Même si ne serait-ce que faire des épisodes, pour séquencer les trucs. Des fois, ça peut aider. Ouais, c'est souvent ça qui se passe. Il vient, souvent, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, c'est qu'un client, il vient et avec une demande de juste une vidéo, et finalement, on en fait 3, parce qu'il veut vraiment avoir toutes les informations. Donc, finalement, on les divise par 3, et ça fonctionne tout aussi bien. Ouais, c'est clair. Donc là, t'es directrice artistique. Est-ce que tu as des envies de direction de création, ou est-ce que tu arrives à te projeter plus loin? Est-ce que tu as des envies particulières?
Bah, ça fait pas si longtemps que je fais ça, donc pour l'instant, je vais encore évoluer là-dedans et essayer de, tu sais, genre, j'ai toujours l'impression d'apprendre encore des, Mhm. tu sais, genre comment gérer les projets, comment gérer l'équipe, comment avoir des DA plus intéressantes et tout ça. Donc, je suis encore, pour moi, en train d'apprendre. Mhm. Donc, j'ai pas vraiment envie de changer de poste. Après, ce que j'aimerais, c'est peut-être travailler avec des équipes plus grandes, travailler avec, je sais pas, plus d'illustrateurs et d'animateurs différents. Et c'est surtout ça, genre, j'aime beaucoup la collaboration et il y a des illustrateurs que j'adore, il y a des animateurs que j'adore et j'aimerais vraiment travailler avec eux. Donc, c'est plus ça, genre, mes objectifs, c'est de pouvoir travailler avec ces personnes-là Ok, et ouais, c'est ça. ok, cool. Et, euh, et est-ce que tes envies de voyage t'emmèneront quelque part d'autre bientôt ou est-ce qu'il y a des choses prévues de ce côté-là ou pas? Non, je peux pas à cause de l'immigration, mais Yes. non, pour l'instant, je peux pas. Je suis obligée de rester au Québec, mais Ok. c'est ça. Je pense que je sais pas, on verra. Pour l'instant, tu sais, déjà faire les allers-retours France-Québec pour voir ma famille et tout ça, ça me prend beaucoup de temps et ça me prend beaucoup Hmm. de mes congés. Donc, Ah oui. donc non, pas pour l'instant. Ok. D'ailleurs, les congés, c'est pareil qu'ici, c'est 5 semaines ou ça n'a rien à voir? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est 2 semaines. Oh. 2 semaines, ouais. Ah C'est ouais, 2 semaines minimum dans les contrats et après, c'est à toi de négocier pendant l'entretien avec ton employeur si tu veux plus. ok, C'est ok. toi qui dois faire la démarche pour avoir plus de semaines de congé. Donc non, c'est juste 2 semaines. C'est pas facile parfois, mais Voilà, donc estimons-nous heureux. ah ouais, Estimons, vraiment en c'est ça. France, les 5 semaines de congé là, c'est quand j'appelle ma famille, j'ai l'impression qu'ils sont toujours en vacances et je suis mon Dieu, mais c'est pas possible. Ok, Mais ok. après, ce que je veux dire aussi, c'est que, tu sais, la manière de travailler, je trouve qu'il y a beaucoup moins de stress que, tu sais, quand tu dois faire 9h, 17h, bah, à 17h, tu pars. Si tu vas pas faire des heures supplémentaires ou quoi que ce soit, on va pas te demander de faire ça. Donc, Hmm. alors qu'en France, faire des heures supplémentaires, de rester 1 heure de plus, c'est bien vu, c'est normal, etc. Mais au Québec, bah non, si t'as fait 1 heure de plus, c'est que t'as pas géré ton temps. Donc, Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. c'est plus Ok. vu comme ça, je trouve. Donc, tu sais, tu vas profiter de tes soirées, tu vas profiter de ton week-end. C'est plus comme ça que tu vas profiter de ton temps libre. Alors qu'en France, genre, j'ai l'impression qu'on travaille comme des fous toute la semaine, du lundi au vendredi, et après on se repose. Ouais, ouais, globalement, ouais, c'est aussi Mm. mon ressenti ouais, de ce côté-là, j'avoue, j'avoue. Ouais, c'est un peu une autre manière de voir le travail. Mais c'est Hmm. vrai que bon, bah, moi j'aimerais bien avoir plus de vacances. Mais... Faut négocier, faut négocier. Ouais, non, mais j'ai des employeurs vraiment gentils avec ça et j'ai souvent le droit à des congés pour rentrer en France et tout ça, donc je suis quand même contente. Ok, ok. Est-ce que toi, tu voulais encore ajouter quelque chose un peu sur ton expérience au Canada ou sur ton taf, ton rôle? Hum, Ah, je pense que tu voulais parler aussi des régimes freelance Canada, France. Hmm. Ouais, alors moi, je peux donner mon expérience par rapport à ça. J'étais juste quelques mois en tant que freelance au Québec. Mais déjà, par rapport en France, les démarches administratives, c'est beaucoup plus simple. Mhm. Déjà, t'as pas besoin de t'inscrire à quoi que ce soit. Et c'est ça, si tu gagnes moins de 30 000 dollars par an, t'as pas besoin de payer 2 taxes, qui est la taxe TPS et la taxe TVQ. Donc ça t'évite de faire des démarches administratives. Si D'accord. tu gagnes plus que 30 000 dollars, là tu dois t'inscrire à ces taxes. Donc c'est là où tu dois vraiment faire ces démarches-là. Mais c'est beaucoup plus simple qu'en France. Moi, je me rappelle en France, là, c'était tellement compliqué de comprendre tous ces systèmes-là, genre, et puis il y a personne pour te répondre. C'est catastrophique. Ouais, il faut Catastrophique. vraiment se battre pour avoir les informations et en tout cas, j'ai pas une très bonne expérience avec ça, mais au Canada, enfin, en tout cas au Québec, c'est comme ça. C'est ça aussi, c'est que au Canada, t'as les provinces et le Québec, c'est une des provinces et t'as un système différent pour chaque province. Donc moi, je te parle là que du Québec. Ok, Et en tout d'accord. cas, voilà, t'as ça, t'as moins de démarches et aussi, tu payes tes taxes que à la fin de l'année. C'est pas tous les trimestres Ah ou oui, tous les semestres ou je sais plus quoi, c'est tu payes à la fin tes impôts et tout ça. d'accord. Et tu peux aussi déduire beaucoup, beaucoup plus de choses.
sur tes impôts qu'en France. Tu peux déduire ton électricité, ton loyer, tout ce que tu vas acheter pour, les logiciels, les ordis, tout ça. Ah ouais, ok. Ouais. Donc c'est quand même, je trouve c'est plus simple. C'est plus léger, ouais. C'est clair. ouais, c'est beaucoup plus léger. Ouais. Après, c'est ça, en tant que Français, si tu veux être freelance, juste faire attention à ça, là, à ton visa. Mais sinon, ouais, c'est beaucoup plus simple. Aussi, il y a une des choses que je crois, c'est il faut que tu aies plus qu'un client par an. Sinon, t'es pas considéré comme freelance. Ok, d'accord. Mm. Ok. Ils appellent ça genre les travailleurs autonomes au Québec, les freelance. Les pigistes, c'est juste le mot que tu dis dans le milieu, là, mais c'est travailleurs autonomes. Ok. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est marrant comme terme. Ouais. Ok, donc c'est un peu moins galère au niveau de l'administratif. Ouais, mais vraiment. Coup, ouais, en fait, il y a plus de... Il n'y a pas vraiment de points négatifs, j'ai l'impression. Le seul point négatif, c'est si t'es français, fais attention à ton visa. C'est juste ça. Voilà. Et ouais. Après, l'expérience que j'ai eue avec les clients ici, ils sont... Tu sais, ils font un peu moins attention au contrat. C'est genre souvent, ils te demandent de faire un contrat à la fin du mandat. Et c'est un peu moins... Genre, il y a moins de démarches comme ça, genre le contrat, la compte, tous ces trucs-là. Ça, tu veux dire la facture quand tu parles de contrat ou... Bah, je sais que T'entends quoi moi, avec mes clients français, il fallait que je fasse le contrat, que ce soit bien établi, et après, on commence à travailler. Et l'expérience que j'ai eue ici, c'est genre, tu commences déjà à travailler, et petit à petit, tu fais le contrat par la suite. Oui, d'accord. Donc, c'est quand même un peu plus risqué, mais finalement, c'est rare que, tu sais, qu'on essaye de te voler ou quoi que ce soit, là. Genre, c'est un peu plus respectueux, je trouve. Ok. Ouais, au niveau des paiements, des factures, justement, est-ce qu'ils sont corrects aussi Oh, c'est comme ici. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme ici. Après, par rapport aux tarifs, je crois que c'est un petit peu moins. Je sais que quand nous, on fait appel à des motion designers français, c'est plus cher pour nous. D'accord, ok. C'est juste ça. Mais après, c'est ça, c'est est-ce que le coût de la vie... genre, oui, c'est lié, ouais, j'imagine. Ouais, ça dépend aussi un peu. Je sais que, par exemple, les loyers ici sont moins chers, donc bon. D'accord. Tu peux t'y retrouver, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous teaser un peu peut-être un projet à venir ou c'est secret? Non, c'est pas secret. En été, c'est un peu plus calme chez nous à Bifur. Donc, il y a un peu moins de projets, mais il y a un gros projet qui arrive. On vient de finir la DA. Et c'est une série de capsules, pardon, pour éduquer les enfants sur l'alimentation. D'accord. Okay. Donc c'est 4 vidéos comme ça, et c'est juste expliquer des choses un peu basiques pour les enfants, comme il faut boire de l'eau, c'est bon pour ton corps, c'est bon pour plein de choses, et ouais, c'est ça. C'est ouais, sur l'alimentation. Pardon. D'accord. Et le style est vraiment cool parce qu'on aimerait faire de l'animation traditionnelle avec les personnages, si c'est possible. Ah, yes. On verra, mais c'est ça ce qu'on essaye de faire. Donc il y a plein de petits personnages et je travaille avec une illustratrice sur les planches, donc c'est vraiment cool à faire. Ok, cool. T'as une idée de la date de sortie à peu près ou... Non, vraiment pas. Ouais, c'est un peu flou. Ok, ça marche. Et le petit projet avec Lucas aussi, il en est où à peu près? Ah oui, ouais, bah ça, là on travaille avec une illustratrice qui vient du Mexique. C'est la première fois qu'on travaille avec elle. Donc là, elle est en train de faire les premières planches, faire le caractère design, et on va faire valider tout ça par le client, et quand les planches vont être finies, bah, Lucas va intervenir. Donc je sais pas, peut-être dans 2 semaines, il va commencer à travailler. Okay. Donc c'est cool, on avait déjà travaillé avec lui et j'aime bien. Yes, bah on a hâte de voir en tout cas. Ouais, moi aussi. Le cadeau de Noël. Ouais. Est-ce que tu nous as déjà partagé un peu les œuvres de Kané Chasnid et de Sarah Wong, mais est-ce que tu aurais une autre œuvre que tu aimerais nous partager qui t'a inspiré récemment, qui t'a fait réfléchir Qui m'a inspiré, je sais pas si tu connais Headspace, l'application pour faire de la méditation. Ah non, je connais pas. Headspace. Okay. Headspace.
Et en gros, ouais, c'est ça, c'est une application qui propose plein de méditations guidées et de choses là pour te relaxer et tout ça. Donc c'est assez cool et ça fonctionne. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de succès là en Amérique du Nord avec ça. Et donc ils ont décidé de faire des petits épisodes sur Netflix. Et c'est une série d'épisodes qui, en gros, qui te donne quelques bases sur la méditation et après qui te fait une méditation guidée. Et tout ça, ça a été avec du motion design. Donc, ok, cool. Donc tu vois, c'est vraiment genre un petit film d'animation sur le thème de la méditation et les personnages sont vraiment cool et la direction artistique, elle est vraiment belle. Et j'ai bien aimé ça, juste le fait je sais pas, de parler sur un thème comme la méditation, tu sais, genre, on vient de vivre une pandémie, il y a beaucoup d'anxiété et tout ça, donc je trouve que c'est cool de la part de Netflix de mettre ça en place et en plus d'utiliser le motion design pour en parler. Parce que c'est vraiment cool, c'est genre, je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé ça et ça m'a inspiré, je me suis dit, j'aimerais vraiment travailler sur des projets comme ça où, ouais, où t'as le temps vraiment de développer quelque chose de très créatif et un univers un peu imaginaire et ça j'aimais beaucoup. Ouais, donc je dirais celle-là. Ouais. C'est des épisodes de combien de temps à peu près? Je me rappelle plus, je crois que c'est 20 minutes. Ah oui, ok. Je crois. Ouais, bah oui, c'est ça, il y a beaucoup de travail. Donc au départ, il t'explique des techniques de méditation et après, il te fait une méditation guidée. Et sur l'application Headspace, ils avaient, je sais plus quel studio a fait ça, je crois que c'est Animade. Mais déjà sur l'application, avant que les épisodes sortent, il y avait tout le temps des petites vidéos quand tu lançais la méditation et t'avais toujours un petit personnage et ils avaient fait genre une collection de petits personnages vraiment cool, tu sais, avec des petites formes et très très, je sais pas, genre ils avaient beaucoup de personnalité alors que c'était un design très très simple. Et à partir de là, je pense qu'ils se sont fait contacter parce qu'ils avaient des super personnages et après ils ont développé les épisodes sur Netflix. Ok. Et ça s'appelle Headspace sur Netflix? Ouais, Headspace. Ok. Quel est maintenant ton apéro préféré? Alors j'ai juste envie de dire le Gewürztraminer, juste pour mes amis strasbourgeois. Ouais. Non mais parce que il y en a ici au Québec mais il est pas aussi bon. Ah ouais, ok. Je suis tout le temps déçue. Mais ouais, ça ou du vin. Un petit vin. Ouais, carrément. Ok. C'est noté. Petit vin ou petit Gewürz pétillant, quoi. Ah oui. Bien sucré. En plus, c'est tellement chaud. J'avoue que ça passerait bien. Ouais. Juste être sur une terrasse, boire un Gewürz. Ouais, c'est ça. Ouais. Une tarte flambée. Une tarte flambée. Ça me manque ça aussi. Il y a une amie qui m'a dit que ça existait. Il y a un restaurant qui fait des tartes flambées et qui est tenu par un Strasbourgeois. Ah ouais. Et je suis jamais allée. Et elle m'a dit là c'est des bonnes tartes flambées. Mais sinon les autres non, pas trop. C'est pas très bon. Ok. C'est marrant ça. Pas mal. Est-ce que toi t'aimerais voir quelqu'un en particulier sur le podcast comme invité? J'ai écouté ton dernier podcast avec Super Slick. Ouais. Et je trouvais que c'était intéressant ce qu'il disait par rapport au fait d'entendre un gérant de studio. Ah yes, ouais. Ça j'aimerais bien parce que j'aimerais bien genre je sais pas qui en particulier mais quelqu'un qui nous parle un peu de comment gérer un studio, comment gérer tous les projets, comment gérer les clients, genre tu sais genre qu'est-ce qui se passe dans ta journée et comment ça se passe, ça j'aimerais bien savoir. D'accord. Okay. C'est juste par pur égoïsme, j'ai juste envie d'entendre ça. Yes. Ouais, ok, ça roule. Ouais, ça peut être grave intéressant, j'avoue, on n'a pas eu encore ce type vous avez beaucoup d'artistes, c'est super intéressant, mais c'est vrai que c'est qu'est-ce qui se passe derrière les murs d'un studio et comment ça se passe. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien savoir. Écoute, on va voir ça. C'est vrai que là, c'est le dernier épisode de la saison. Mais on va préparer ça pour la rentrée, en septembre. Ça peut être grave cool. Cool. Yes. Mais écoute, merci infiniment Claire de t'être rendue disponible, de nous avoir partagé un peu tes expériences et tout ça, c'est super cool. Merci à toi, c'était vraiment bien. Yes, et puis à bientôt peut-être, qui sait. Oui, bien sûr. En France, un jour. En France, yes. À bientôt, ciao. Ok, bye.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur SoundCloud, Tristan-Le Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'oubliez pas d'aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les Apéro Motion Design sur Facebook, @ApéroMotionDesign, sur Instagram, @ApéroMotionDesign, et sur Twitter, @ApéroMotion. Sur ce, je vous dis à bientôt, et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao ciao!